Tout le monde croit qu'il existe un régime alimentaire idéal pour soigner le syndrome du côlon irritable, alors que la situation est en réalité beaucoup plus compliquée. Heureusement, il commence déjà à exister quelques preuves scientifiques et cliniques, des éléments qui permettent de faire les meilleurs choix pour vous orienter si vous avez besoin de changer d'alimentation ou de faire quelque chose pour améliorer le problème de syndrome du côlon irritable, des symptômes que vous avez au niveau de la digestion et de l'inconfort digestif qui caractérise cette maladie ou ce problème. Ce que je voudrais déjà commencer par vous dire, c'est que si vous souffrez du syndrome du côlon irritable et que vous vous demandez quoi manger, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il commence à y avoir des résultats scientifiques, des preuves cliniques, même d'études qui ont été faites avec des patients qui souffrent de ce trouble et qui montrent qu'il y a des pistes intéressantes, certaines plus que d'autres. On va voir tout ça plus en détail. Déjà, pour replacer les choses dans un contexte simple, je vais prendre un exemple. Je prends l'exemple d'une personne qui découvre qu'elle a des troubles digestifs, des problèmes de diarrhée, de constipation. Elle n'arrive pas trop à comprendre qu'est-ce qui lui arrive, mais elle sent qu'elle a une inflammation, elle a un inconfort digestif et en allant finalement chez un gastro-entérologue qui finit par lui diagnostiquer un syndrome du côlon irritable qui demande quand même un certain nombre de critères bien spécifiques qui doivent être remplis pour pouvoir vraiment dire qu'on a ce problème. Une fois que cette personne est ressortie avec ce diagnostic, il y a différentes choses qu'elle peut être amenée à faire pour essayer de résoudre son problème. Et souvent, quand on est face à ce cas de figure, on se pose la question, bon ok, visiblement j'ai un problème au niveau digestif, donc la clé va forcément venir de l'alimentation. Si c'est l'alimentation qui provoque ces perturbations, il faut que je trouve la bonne alimentation pour moi pour éviter d'avoir ces troubles-là. Et en tout cas, s'il y a une forme d'inflammation, il faut trouver un moyen de l'abaisser et donc de trouver quels sont les bons aliments à adopter au quotidien pour pouvoir abaisser, disons, le seuil de réaction à cette inflammation qui s'est installée au niveau des intestins. Il y a plusieurs types de tentations qui existent quand on est face à ce problème-là et qu'on regarde un peu autour de soi. Il y a la tentation de suivre un peu le bouche à oreille, le qu'en dira-t-on, de regarder un peu les effets de mode, de se laisser tenter par exemple par un régime sans gluten, puisque c'est à la mode, puisque tout le monde en parle, puisque ceux qui le font disent voir des améliorations, pourquoi pas soi-même essayer de se l'appliquer. Et peut-être que vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit tiens, si mes problèmes pourraient être résolus par quelque chose d'aussi simple entre guillemets que de changer mon alimentation en adoptant une approche sans gluten, voire sans gluten, sans lactose même, il y a des gens qui essaient de combiner plusieurs choses et qui voient ou qui ne voient pas des améliorations. Une fois qu'on a fait ce choix, on peut avoir un résultat qui est soit favorable, soit défavorable. Donc on fait des efforts pendant des semaines, des mois, voire plus. On n'a pas forcément un critère très strict pour comprendre à quel moment on peut regarder en arrière et se dire tiens, j'ai eu des améliorations et en tout cas c'est suffisant pour valider le fait que j'ai fait le bon choix d'adopter ce type de régime pour essayer de résoudre mon problème parce que je vois une amélioration de ma qualité de vie, des symptômes que j'avais initialement, etc. C'est pas toujours aussi clair, net et aussi évident pour pouvoir définir à quel moment on peut être satisfait a posteriori du choix qu'on a fait. Et puis le risque majeur, c'est que si on regarde en arrière, qu'on a fait des efforts pendant des mois et que les résultats ne viennent pas, qu'on n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait au départ. On va pas rentrer dans le détail des symptômes là, mais l'idée c'est vraiment que si vous avez ces problèmes, vous allez voir un médecin ou en tout cas vous pensez que vous avez ce problème et vous faites des efforts pour corriger et au bout du compte vous ne voyez pas d'amélioration, évidemment ça va vous décourager, ça va créer un doute en vous et vous allez finir par vous dire est-ce que j'ai fait le bon choix? On regarde et on se dit mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que je dois continuer dans ce régime là? Est-ce que je dois en essayer un autre? Lequel suivre? À qui faire confiance? Quelles sont les bonnes informations pour aller de l'avant à partir du moment où j'ai fait un essai qui n'était pas concluant? J'ai pas envie de passer ma vie à tâtonner, à essayer. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais peut-être vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui marchera le mieux pour moi? Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine? Qu'est-ce qui a des chances de marcher sans prendre le risque de me décourager en cours de route ou à la fin de tous les efforts de se rendre compte qu'on a fait tout ça pour rien? Est-ce qu'il n'y a pas une approche meilleure que ça? C'est là où entrent en jeu les avancées de la science et j'aimerais vous parler un petit peu de ce qui se fait actuellement en recherche scientifique et en recherche clinique parce que il y a des choses intéressantes. Alors le but du jeu, c'est pas pour moi de vous expliquer le détail des études qui sont faites, de quelles sont les meilleures approches à adopter dans cette vidéo. L'objectif, c'est plutôt de vous donner une vision globale. J'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes en parlant du syndrome du côlon irritable. J'ai parlé également aussi de la sensibilité au gluten non cœliaque qui est en fait une
Une partie des gens qui souffrent du syndrome du côlon irritable peuvent rentrer dans la catégorie de sensibilité au gluten non cœliaque. C'est-à-dire que typiquement un gastro-entérologue ou même un médecin généraliste va vous classer malade cœliaque, donc personne qui souffre de réactions vraiment violentes face au gluten, qui peut avoir un impact dramatique sur la paroi de l'intestin, qui peut vraiment détruire l'intestin. Il y a des gens qui sont dans ce cas de figure, mais il y en a qui échappent à ça et qui pourtant ont des symptômes quand ils mangent du gluten. Alors, si vous mangez du gluten, vous allez avoir du mal à savoir parce qu'on en mange tous les jours et typiquement, on en mange quasiment 2-3 fois par jour, tous les jours, 7 jours sur 7. Voilà. Donc, on n'arrive pas à prendre du recul vis-à-vis du gluten parce que c'est probablement le candidat qui est le plus à risque de provoquer des effets puisque c'est le seul parmi tous les aliments, si on y réfléchit bien, qu'on va mettre dans notre assiette tous les jours à tous les repas. Si on n'est pas très attentif, on va l'avoir systématiquement. Donc, c'est celui duquel on se méfie le moins et c'est celui vers lequel on tend le plus facilement quand on entend parler des effets de mode ou des améliorations que certaines personnes ont pu avoir. C'est ce que je vous ai dit au début de la vidéo. Et donc, on se lance dans ce type d'approche-là. Le problème, c'est que la sensibilité au gluten non cœliaque n'est pas reconnue à l'heure actuelle. Maintenant, si on élargit le débat pour aller encore au-delà de ça, si on prend le syndrome du côlon irritable, ça regroupe une partie des gens qui sont donc sensibles au gluten non cœliaque et une autre partie des gens qui n'ont pas spécifiquement une sensibilité au gluten non cœliaque. Donc déjà là, il y a un doute. Est-ce que le régime sans gluten, c'est le mieux ou c'est pas le mieux à adopter quand on a un syndrome du côlon irritable? Visiblement, puisque tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, ça va être difficile de conseiller systématiquement et pour tout le monde de passer à un régime sans gluten pour voir des effets positifs. Donc ça, c'est déjà un premier état de fait parce que tous les gens qui ont un syndrome du côlon irritable n'ont pas une sensibilité au gluten ou en tout cas pas principalement un problème centré sur le gluten. Donc les choses sont à regarder sous un angle encore plus global. Il faut prendre du recul et s'imaginer que peut-être le gluten rentre en ligne de compte comme un des paramètres. C'est une partie des gens va être concernée et peut-être ce sera votre cas, mais c'est mieux d'essayer de comprendre ce que la science peut nous apporter, ce que la médecine est en train d'essayer de chercher à comprendre pour vous éviter de tâtonner, de vous décourager et de partir gagnant avant même de faire le premier pas en avant. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans les approches actuelles, c'est que il y a une tendance qui est d'essayer d'identifier des mécanismes. De la même manière que la médecine traditionnellement se base sur les symptômes et voit qu'est-ce qu'on peut identifier comme mécanisme et ensuite à partir de là, on va essayer de trouver un traitement contre le symptôme. Le problème avec ça, c'est que c'est souvent le serpent qui se mord la queue, c'est que on n'arrive pas forcément à résoudre le vrai fond du problème simplement en neutralisant le symptôme. On peut essayer de chercher le mécanisme, mais c'est un peu une aiguille dans une botte de foin parce qu'à l'heure actuelle, on part du principe qu'on a une inflammation au niveau de l'intestin. L'intestin, c'est quand même un organe qui est exposé à beaucoup de sollicitations qui peuvent modifier la manière dont le niveau d'inflammation commence à apparaître et à s'installer au niveau de l'intestin. C'est un petit peu compliqué parce que tout le monde n'est pas, encore une fois, logé à la même enseigne, donc on n'est pas forcément en mesure de savoir quels sont les mécanismes qui sont à l'origine du problème. Ça devient difficile d'identifier un mécanisme parce que peut-être qu'il y en a plusieurs. À partir du moment où il y en a plusieurs, ça va être très difficile de garder une étiquette globale et une solution globale pour tout le monde. Jusque-là, j'espère que vous me suivez, mais c'est un moyen d'essayer de vous sensibiliser à l'idée que peut-être soit suivre les effets de mode ou faire comme tout le monde ou faire une approche au hasard, c'est peut-être pas la meilleure solution puisque il y a peut-être plusieurs cas de figure. Et à l'heure actuelle, la science n'a pas encore toutes les clés. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu l'approche que certains médecins ont pris dans des publications que j'ai trouvées. Il y en a encore une toute récente et c'est de là qu'est partie l'idée de faire cette vidéo. C'est de vous expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'approche clinique pour les gens qui ne cherchent pas forcément un mécanisme mais qui se disent s'il y a effectivement des aliments en particulier qui sont source de problèmes. Est-ce qu'on choisit une alimentation au hasard ou est-ce qu'on choisit une alimentation ciblée et orientée par une approche bien particulière? Est-ce qu'on fait des tests spécifiques pour identifier des aliments qui pourraient avoir un lien avec le syndrome du côlon irritable? Et donc, il y a notamment une étude qui a été faite dans laquelle ils ont comparé des gens qui ont un traitement avec un changement alimentaire au hasard
comparé à un autre groupe qui a un traitement alimentaire qui est dicté par des tests d'intolérance alimentaire. Alors l'important c'est pas quels sont les tests, c'est plutôt ce qui est arrivé après. Parce que il y a plusieurs types de tests qui existent, plusieurs approches, plusieurs études qui ont été faites et les conclusions vont toujours plus ou moins dans le même sens, qui est de la personnalisation de l'alimentation. On a des éléments qui suggèrent que peut-être ça pourrait être intéressant de les enlever. Et quand on compare des groupes de personnes qui ont eu soit un traitement au hasard ou d'un autre côté un traitement bien ciblé, individualisé, eh bien le traitement individualisé va avoir un impact pour la santé meilleur qu'un traitement au hasard. Donc ça montre bien quand même que chacun est différent et que les aliments qui sont à l'origine des intolérances alimentaires vont différer d'une personne à l'autre. Alors peut-être que la piste pour sortir de cette réflexion sur le mécanisme d'action et qu'on n'arrive pas à le trouver, c'est que peut-être justement le défi est trop grand d'identifier un mécanisme quand en réalité il y a tellement d'aliments différents qui peuvent varier d'une personne à l'autre et qui peuvent provoquer des symptômes similaires. Donc même si le point commun c'est qu'on a le syndrome du côlon irritable, les aliments qui le provoquent peuvent varier énormément d'une personne à l'autre. Ça c'est la conclusion la plus importante qu'il faut retenir. Donc ça veut dire que vous avez dans tous les cas intérêt à prendre en considération les aliments qui sont vraiment néfastes pour vous parce que c'est là où vous allez avoir le plus de bénéfices et le plus d'impact positif rapidement pour améliorer vos soucis de santé parce que vous vous doutez bien que ce sera beaucoup plus efficace si vous choisissez les quelques aliments qui sont importants pour vous plutôt que d'avoir une liste énorme d'aliments qui sont standardisés et qui en théorie sont dans un régime universel anti-inflammatoire ou peu importe. Ça ne va pas avoir le même effet, le même impact sur les manifestations que vous avez. Il y a des résultats cliniques qui sont assez concordants, il y a des études plus anciennes et une toute récente qui vient de sortir justement. Donc en conclusion, ce qui est vraiment important à retenir, c'est que l'amélioration quand on a un syndrome du côlon irritable n'est pas due au hasard à partir du moment où on choisit les bons aliments pour faire un changement. C'est quand même quelque chose de majeur, hein. C'est ça qui va vous éviter d'avoir à perdre du temps et à tâtonner. Et moi, je trouve que c'est une avancée qui est magnifique. Donc, au lieu d'avoir un régime universel pour tout le monde, il faut commencer à intégrer dans votre tête l'idée qu'il faut commencer par identifier quels sont les aliments pour lesquels vous allez avoir la meilleure amélioration en faisant le minimum d'efforts. Donc au lieu d'enlever 50 aliments dont vous n'êtes pas sûr qu'ils vont avoir un effet positif sur votre syndrome du côlon irritable, choisissez les 5 qui vont avoir le plus d'impact connaissant votre cas individuel. Je sais bien que ça n'est pas évident de trouver le point de départ et le point d'entrée à toute cette réflexion sur les changements alimentaires. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est de suivre un lien que je vous mets donc là en lien dans la vidéo et aussi dans la description qui accompagne pour vous rendre sur une page de ressources que j'ai mis en place sur laquelle vous allez pouvoir vous inscrire à différents bonus, etc. si vous avez envie. En tout cas, vous pouvez vous inscrire à la newsletter que je publie régulièrement de manière à être informé parce que au moment de tourner cette vidéo, je suis en train de faire des changements assez importants qui vont vous permettre d'individualiser très prochainement tout votre parcours avec la prise en compte vraiment des aliments qui sont importants pour vous à surveiller et je vais mettre en place toute une série de choses. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, si c'est dans le futur, il y a de fortes chances qu'en allant sur cette page, vous allez pouvoir trouver justement quelque chose qui vous aidera, un outil ou un moyen qui vous aidera à mieux individualiser votre approche, votre parcours. Donc je vous encourage vraiment à le faire pour aller de l'avant. C'est le prochain pas pour vraiment approfondir cette réflexion plutôt que d'essayer de tâtonner et de partir complètement au hasard. On arrive maintenant à la fin de la vidéo, donc je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous encourage vraiment à faire la démarche d'aller vers une individualisation et une personnalisation de votre parcours dans le changement alimentaire. Et j'espère vous retrouver de l'autre côté si vous suivez le lien. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao, ciao!